Oh, puis, qu'est-ce qui se passe? C'est Vous bon. voyez mon écran? Ouais, ouais, ouais. Par contre, il faut qu'on voit ça en grand. C'est de son côté, je crois que c'est lui qui est en. Oui, oui, j'ai pas mis en grand là Ok, pour ok, l'instant. d'accord, très bien, parfait. Ok. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté cette invitation. On s'est connus lorsque tu étais en thèse dans le cadre d'une ANR qu'on menait ici avec quelqu'un que vous avez croisé également dans l'équipe, c'était Sachanka, l'ANR MIRCAT, où il était question de faire des travaux autour de multimodalité. Et Paul a soutenu sa thèse il y a un petit moment, et c'est à mon avis un des travaux les plus intéressants sur le travail de répondre à des questions visuelles en s'appuyant sur de multiples modalités et de la détection autopsinomée. Voilà pourquoi je voulais lui donner la parole aujourd'hui pour essayer globalement qu'on puisse apprendre de ces travaux au cours de ce séminaire. Je me souviens plus très bien où tu es actuellement, Paul. Je suis en postdoc à la Sorbonne, à Lisières. D'accord. Eh ben, c'est parti. Ouais, bah ok, bah, merci pour l'invitation et merci pour cette introduction. Donc oui, là je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc j'ai fait ma thèse à Saclay, au Lycée, avec Olivier Ferré et Camille Guinaudot. Et donc à présent, comme je disais, je suis en postdoc à Lisières, à la Sorbonne. Et donc voilà, ma thèse s'intitule Répondre aux questions visuelles à propos d'entités nommées. Donc je vais commencer par vous donner quelques exemples pour définir la tâche. Donc voilà, imaginez vous vous baladez dans une ville, il y a des monuments, vous pouvez vous demander qui est l'architecte de ce monument, qui l'a fait construire, combien il y a d'avenues autour. Si vous regardez un film qui a un personnage connu, vous pouvez vous demander voilà, qui c'est, qui a été président après lui. Donc voilà, on a une question à propos d'une entité nommée qui est ancrée dans un contexte visuel. Et aussi là, vous remarquez que les exemples que je donne sont en anglais parce que donc on va se limiter à l'anglais. Et donc par rapport aux autres travaux qu'il y a eu sur les questions visuelles et la multimodalité, donc c'est assez différent de tous les travaux sur la génération de légendes d'images ou de recherche cross-modale, où là on va plus chercher à aligner l'information entre les deux modalités. Donc par exemple, si on a une image d'un chat qui est sur un ordinateur, on peut vouloir aligner cette information avec sa légende qui dit bah, donc c'est un chat qui est allongé sur un ordinateur. Euh, et aussi, on a tout ce qui est question visuelle plus classique. La question porte vraiment sur le contenu de l'image, donc par exemple, de quelle couleur est le chat. Et donc ça, pour pouvoir répondre à cette question, là, on va vraiment fusionner les informations des deux modalités. La partie des questions d'identité nommée, on va avoir besoin d'une base de connaissances pour répondre à la question. Donc là, pour reprendre l'exemple précédent, pour répondre à la question, on peut se servir de cet extrait-là de l'article Wikipédia de l'Arc de Triomphe qui nous dit qu'il y a bien 12 avenues autour de l'Arc de Triomphe, donc c'est la réponse qu'on cherche. Et on peut aussi, pour trouver cette réponse, s'aider de l'image qui est associée dans la base de connaissances, donc l'image de référence de l'entité. Et ouais, du coup, il va y avoir des interactions multimodales plus diverses et multiples. Donc, pour une question visuelle classique, on aurait seulement l'interaction au sein de la question visuelle, donc que je note T, Q, I, Q. T, c'est pour texte, I pour image, Q pour question et P pour passage. Alors que là, dans notre cadre, on va aussi avoir une interaction multimodale au sein du passage visuel, ou bien entre l'image de la question et le texte du passage. Et on aura aussi des interactions monomodales, donc entre les deux images et les deux textes. Et donc, je vais vous présenter les différentes contributions de ma thèse donc, sur un jeu de données, une méthode pour
traiter la tâche en 2 étapes et différentes façons de faire une recherche d'informations multimodales avant de conclure. Donc la présentation dure un certain temps, donc je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, mais sinon, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, comme ça peut être un peu plus interactif. Donc je commence s'il n'y a pas de questions. Donc pour le jeu de données, donc évidemment, c'est essentiel d'avoir un jeu de données pour pouvoir évaluer les différents systèmes. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait seulement le jeu de données de Chat et ses collègues qui s'appelle KVQA et qui est en fait limité seulement à des entités de type personne. Donc c'est une limite déjà sur les représentations visuelles. En fait, pour les personnes, on peut quand même assez bien les reconnaître avec les reconnaissances, la reconnaissance faciale, tandis que les autres types d'entités ont des représentations plus diverses. Et l'autre limite de ce jeu de données, c'était que les questions sont générées automatiquement. Donc en fait, c'est toujours la même question, par exemple, qui est la personne dans l'image et l'image qui change. Donc voilà, juste là, avec ces 4 questions, on a en fait la moitié du jeu de données avec seulement des images différentes à chaque fois. Donc c'est assez pauvre en termes de diversité syntaxique et lexicale. Et aussi, on a peu d'attributs des entités qui sont couverts, quoi. Donc à chaque fois, on demande qui est la personne, quand est-ce qu'elle est née, où elle est née, en gros. Et donc pour pallier ces limites, moi j'ai proposé d'exploiter en fait des jeux de données de questions-réponses textuelles qui existent déjà, donc il y en a plein, hein. Là, donc là, si on prend voilà, une question textuelle, c'est combien il y a d'avenues autour de l'Arc de Triomphe, on sait que la réponse est 12. Donc voilà, là, on a fait ça avec Trivia QA, mais il y a plein d'autres jeux de données qui existent. Et l'idée, c'est en fait vraiment de remplacer l'entité nommée dans la question par une image. Donc pour ça, on va faire une analyse syntaxique de la question, une reconnaissance d'entité nommée. Et ensuite, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut trouver une image de cette entité et reformuler la question afin qu'elle soit ambiguë. En fait, comme ça, on retombe sur mon exemple initial, qui était donc combien il y a d'avenues autour de ce bâtiment. Voilà, donc c'est l'idée. On peut trouver des images à partir de Wikimedia Commons. Et donc, évidemment, qui dit annotation automatique dit source d'erreur. Et donc, on a fait ensuite une correction manuelle de cette annotation, donc avec 7 annotateurs. Et l'idée, c'est donc de reformuler librement la question, mais pas la réponse. Donc, c'est pas d'annoter de nouvelles questions. On garde la paire question-réponse telle qu'elle était définie dans TriviaQA. Et voilà, c'est juste pour bien reformuler la question pour correspondre à la tâche. Et éventuellement aussi sélectionner une autre image si celle qu'on a trouvée dans Wikimedia Commons n'était pas adaptée. Et donc en dernier recours, si c'est pas possible de modifier la question, on peut simplement la. Et donc à la fin, on arrive à 3700 questions qui sont valides. Donc il y a quand même une grosse part de questions qui sont rejetées. Et voilà quelques chiffres sur le jeu de données donc, qui s'appelle Vicway. Donc il y a 3700 questions avec presque une image différente par question. Et également voilà, une entité et demie par question. Donc on a aussi un grand nombre d'entités uniques. Et aussi une grande diversité sur le nombre de types d'entités. Donc là, je vous montre les types d'entités qui reviennent le plus. Donc humain, ça reste la classe majoritaire, mais on a plein d'autres types d'entités. On a des attractions touristiques, des villes, des montagnes, etc. Et donc pour comparer, donc je vous ai parlé du jeu de données de chez ses collègues, la KVQA. Il y a aussi d'autres jeux de données qui sont venus après. Mais voilà, globalement, on voit que Vicway, même s'il est plus petit, garde une grande diversité lexicale et syntaxique et une diversité sur le nombre la variété d'images et d'entités. Euh, avec ce jeu de données, donc pour traiter la tâche, on va aussi utiliser une base de connaissances, donc qui est issue du Wikipédia anglais. On va le combiner en fait avec
les images qu'on trouve dans Wikidata. Donc à la fin, on a 1,5 million d'articles ou d'entités qui ont chacune une image. Et donc je vais maintenant passer à donc le premier système que j'ai proposé pour traiter cette tâche. Donc il est décomposé en deux étapes. Une première étape de recherche d'informations, donc qui prend en entrée la question visuelle et qui va chercher dans la base de connaissances pour donner quelques passages de texte candidats qui devraient être pertinents pour répondre à la question. Et donc ensuite, on peut faire une deuxième étape où on extrait la réponse à partir de ce passage de texte. Et donc on peut faire l'évaluation à deux niveaux. On peut évaluer la pertinence de ces passages de texte, de la sortie de l'ARI. Donc là, nous, on a une heuristique, c'est qu'on va considérer que le passage est pertinent s'il contient la réponse. Donc là, il contient 12, donc il est pertinent. Et pour l'extraction de réponse, là, pour l'évaluer, on va vérifier est-ce que la réponse extraite correspond exactement à la réponse attendue. Donc pour l'ARI, là, dans ce premier système, j'ai proposé donc une fusion tardive des modalités, c'est-à-dire qu'on peut faire la recherche avec le texte et l'image indépendamment, et puis fusionner les résultats au niveau du score. Donc la recherche d'image, si vous vous souvenez, ça va modéliser l'interaction IQ-IP, et la recherche de texte va modéliser l'interaction TQTP. Et donc on ne va pas modéliser d'interaction cross-modale dans ce premier système. Et pour la recherche textuelle, déjà, bon, c'est un peu des détails, mais on veut homogénéiser un peu les articles qui ont des longueurs variables, donc on les découpe en passages de 100 mots. Et ensuite, on va comparer deux méthodes, donc une plus classique, donc BM25, qui est un modèle probabiliste, donc qui est fondé sur le chevauchement lexical et qui ne nécessite pas d'entraînement. Et l'autre, c'est DPR, donc qui est plus une approche neuronale plus moderne, qui est basée sur BERT et qui, elle, nécessite un entraînement. Donc DPR, c'est un apprentissage contrastif, c'est-à-dire que si on a de n questions, chacune associée à un passage pertinent, on va optimiser leur similarité de façon à maximiser la similarité entre la question et son passage pertinent et minimiser sa similarité avec tous les autres passages du badge. Voilà, et donc ce modèle, on va le pré-entraîner déjà sur TriviaQA, filtré de toutes les questions qu'on a utilisées pour Vicway, avant de l'ajuster sur Vicway. Et pour ce qui est de la recherche d'images, on va vouloir combiner différentes représentations selon le type d'entité. En fait, l'idée c'est que si on détecte un visage dans l'image contextuelle, on va utiliser ArcFace et donc faire une recherche dans la base de connaissances pour toutes les personnes qui ont un visage détecté dans leur image. Et si on ne détecte pas de visage, on va se replier sur d'autres représentations. Donc, Clip, j'imagine que vous connaissez, donc c'était assez nouveau à ce moment-là. Mais donc c'est un modèle qui est entraîné de façon contrastive sur des légendes d'images. Et ResNet, qui est donc un modèle entraîné sur ImageNet. Et donc dans les trois cas, ça nous donne un score de similarité qu'on peut combiner avec le score du texte, que ce soit BM25 ou bien DPR. Donc je vous donne les premiers résultats. Donc là, c'est la précision à 1 de la recherche d'informations. Donc on a les résultats à la fois quand on utilise seulement pour DPR et quand on combine avec l'image. Donc ce qu'on voit déjà quand on compare BM25 et DPR, c'est que donc, DPR surpasse BM25, donc comme on pouvait s'y attendre, parce que donc BM25 c'est fondé sur le chevauchement lexical, donc c'est sujet au fossé sémantique, et aussi donc DPR a quand même l'avantage d'être entraîné sur Vicway,
alors que BM25 n'a pas d'entraînement, on l'utilise tel quel. Et sinon, on voit donc un gain de performance important avec la recherche multimodale, en particulier pour BM25. Là, cette colonne, ça donne le gain relatif. Mais on voit quand même un biais textuel, on voit que la performance, quand tu utilises seulement le texte, est loin d'être nulle, hein, puisque donc, DPR texte est meilleur que BM25 multimodal. Et on peut voir aussi les résultats selon le type d'entité. Donc là, on voit que la RI fonctionne beaucoup mieux pour les questions à propos de personnes. Donc dans ce cas-là, on voit que BM25 multimodal est meilleur que DPR texte. Et donc ça, on peut l'expliquer grâce aux représentations qu'on a utilisées donc pour faire la recherche visuelle. Donc pour les personnes, on a accès à ArcFace, quoi, qui donne une très bonne représentation des visages, qui est entraîné sur un grand jeu de données. Alors que Clip et ImageNet, c'était un peu plus exploratoire, quoi, comme représentation des entités non personnes. Et de façon plus générale, les, euh, les personnes peuvent être assez bien représentées par leur visage, alors que les autres types d'entités vont avoir des représentations beaucoup plus diverses. Donc, par exemple, un monument, on peut avoir des vues de l'intérieur, de l'extérieur, etc. C'est très variable. Euh, donc, on a vu donc cette première étape de recherche d'informations. Donc maintenant, on a des passages de texte et on va pouvoir simplement extraire la réponse depuis ces passages de texte. Et donc pour ça, euh, on, euh, on va utiliser BERT. Donc ça paraît un peu désuet maintenant, hein. Je me rends compte là en faisant cette présentation en 2025, là on s'attendrait à ce qu'on ait un LLM génératif qui répond à la question. Je trouve qu'il y a quand même, on peut quand même trouver des avantages à cette approche. Donc déjà là, on contrôle bien ce qui se passe, quoi. Là, c'est donc un modèle qui prend en entrée la question et le passage, et on a donc un classifieur qui prédit la position de la réponse dans le passage. Donc là déjà, on sait qu'on n'a pas d'hallucination, on sait que la réponse doit forcément venir du passage. Et puis aussi, là, donc on peut traiter plein de passages en parallèle. En fait, on n'a pas ce problème de, voilà, avec un LLM, on se demanderait dans quel ordre je mets les passages, est-ce qu'il y a un biais, ah, c'est problématique parce que la tension est quadratique, etc. Là, on peut traiter tous les passages en parallèle. La seule subtilité, c'est qu'on va normaliser, faire une normalisation softmax globale, tous les passages. Donc ça, c'est ce qui a été proposé par Wang et ses collègues dans Multipassage BERT. Et donc de façon similaire à DPR, on va après entraîner ce modèle sur TriviaQA avant de l'ajuster sur VQA. Et donc là, je vous montre voilà, les résultats assez minimalistes, hein. Il y a plus de résultats si vous regardez dans ma thèse ou mes papiers. Mais globalement, si on prend donc le meilleur système de RI, donc qui combine DPR et la recherche d'images, on arrive à environ 30% de réponses correctes. Et en mode oracle, c'est si on prend que des passages pertinents en entrée, on arrive à 68% d'exact match, donc de correspondance exacte entre la réponse extraite et attendue. Et donc ça montre quand même que il y a un fossé énorme entre les deux, quoi, qu'il y a énormément de travail à faire sur l'ARI. Et donc c'est là-dessus que je vais me focaliser sur le reste de la présentation. Donc pour conclure sur cette partie, on a vu donc voilà que la tâche est quand même assez difficile, hein. On arrive à 30% de réponses correctes seulement. Donc voilà, on a proposé un système en deux étapes. On a vu que la RI, c'était l'étape la plus difficile, notamment pour les entités non personnes. Et voilà, ce premier système de RI ne modélisait pas les interactions cross-modales. Et donc c'est sur ce sujet euh, on va discuter tout de suite. Donc, si vous avez toujours pas de questions, hein, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre.
Donc déjà, pourquoi on veut modéliser des interactions multimodales? Voilà, quand je parlais des représentations des entités non personnes, là par exemple, on a Apple, la marque Apple, qui peut être bien représentée soit à travers un de ses magasins ou bien un de ses sièges, son siège social. Donc vous voyez, c'est des images qui n'ont absolument rien à voir. Et donc pourquoi on a besoin de modéliser cette interaction? C'est que à partir de cette même image-là, de cet Apple Store sur la gauche, on peut poser une question soit sur cet Apple Store, soit sur la marque Apple. Et donc voilà, si on modélise pas cette interaction, on ne sera pas capable de dire que dans le premier cas, le passage pertinent, c'est le premier qui dit que l'Apple Store a ouvert en 2006, et ou bien le deuxième qui nous dit donc que Apple a été fondé en 76. Donc voilà, ça c'est la motivation pour modéliser cette interaction TQIQ, donc pour les entités non personnes. Sinon, de façon peut-être plus évidente, s'il y a plusieurs entités dans l'image, à ce moment-là, on va devoir faire une résolution d'expression référentielle pour pouvoir répondre à la question. Donc voilà, par exemple, il y a une photo de Kennedy et sa femme, et la- l'expression référentielle d'Eastman fait bien référence à Kennedy. Et donc, pour modéliser ça, j'ai proposé donc ce modèle ECA, Early Cross Attention, euh, donc qui est inspiré par d'autres d'autres méthodes similaires pour le VQA classique. Euh, donc l'idée c'est de prendre en entrée les mêmes représentations que ce qu'on avait avant, la clip, ImageNet et ArcFace, et juste d'apprendre en plus ces couches linéaires, là, les paramètres W, donc pour projeter ces représentations dans le même espace que les plongements lexicaux. Et ainsi, donc le modèle BERT ou n'importe quel autre transformer préentraîné peut prendre en entrée les représentations visuelles comme si c'était des mots, enfin comme si c'était des tokens textuels, quoi. Et donc après, la fusion va se faire euh, au sein du transformer grâce au mécanisme d'attention. Donc c'est là qu'on va modéliser l'interaction TQIQ. Et donc sinon, pour avoir une baseline plus simple, donc il y a ce modèle-là ILF pour Intermediate Linear Fusion, où là du coup, euh, on ne donc on projette les images dans l'espace qu'on veut, comme avant, mais par contre, le texte est encodé indépendamment, et donc on va juste le combiner avec les autres modalités en faisant juste une projection linéaire. Et donc comme ça, on ne modélise pas TQIQ, donc ça va nous permettre de voir la différence entre les deux codes. Et après, là, donc, quand on veut entraîner ces modèles, on va avoir un problème de surapprentissage, en fait, parce que donc le texte et l'image, ou en tout cas ces représentations, Clip, ImageNet et BERT, sont dans des espaces très différents euh, à l'origine. Et si vous avez suivi là pour VQA, on a seulement 3000 questions en tout, donc seulement 1200 pour le jeu d'entraînement. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est une méthode de pré-entraînement pour ces modèles, donc qui s'appelle l'inverse close task multimodal, qui est basé sur l'inverse close task proposé par Lee et ses collègues, où l'idée c'est donc de prendre une phrase, de la sortir de son contexte et de la considérer comme une question. Et du coup, le but, ça va être de retrouver son contexte. Donc toujours en faisant de l'apprentissage contrastif. Et donc là, cette tâche est rendue multimodale grâce aux images qui sont dans les articles Wikipédia. Donc en fait, euh, dans pour les sections Wikipédia où il y a une image contextuelle, ça va servir de contexte à la requête, à la pseudo-question. Et l'image principale de l'article, l'image de l'infobox, va servir de contexte pour tous les passages. Et donc ensuite, on peut faire un apprentissage contrastif, donc comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour
DPR, où on contraste donc les représentations des questions et des passages, sauf que cette fois, c'est des questions visuelles et des passages visuels ou multimodaux. Et, et donc voilà, on peut pré-entraîner le modèle comme ça, et ensuite, on pourra l'ajuster sur vQuery, donc en gardant exactement le même objectif. C'est la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des pseudo-questions, on aura des vraies questions. Voilà. Et donc pour ça, on a utilisé les données de WIT, qui vient de Wikipédia. Et donc voilà, on a quand même un ensemble assez grand de données, parce qu'on a donc 1 million de sections avec des images qu'on peut découper. Donc on peut avoir 13 millions de phrases, donc c'est autant de potentielles pseudo-questions. Et voilà, on va prendre 4 phrases de la même section pour faire un passage. Et je vous montre les résultats. Donc là, on lisait sur donc sur la précision à 1. Donc, ce qu'on voit dans la première partie du tableau, c'est que par rapport à une fusion tardive de DPR et de clip, euh, à la fois EK et ILF surpassent cette fusion tardive, donc grâce à leur modélisation des interactions multimodales. Sauf que, si vous vous souvenez, je disais que ILF modélise pas l'interaction TQIQ. Pourtant, il arrive au même niveau que EK. On va voir qu'en fait, c'est peut-être une autre interaction multimodale qui est intéressante. Et sinon, la limite de ce résultat, c'est que ça, c'est moins vrai donc pour quand on prend aussi ArcFace en entrée. Donc dans ce cas-là, en fait, la fusion précoce des modalités est pas vraiment bénéfique, parce que donc DPR reste meilleur. Et en fait, j'ai pas mis, c'est des résultats que j'ai obtenus un peu après, donc là j'ai pas pensé à les mettre, mais en fait le résultat des cas là, on peut à nouveau le combiner de façon tardive avec ArcFace et améliorer grandement les résultats. Donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau. Mais pour revenir euh, ILF et K et aux différentes interactions, donc je voulais vous montrer cet exemple. Donc c'est une question qui porte sur Churchill, qui a une statue de Churchill. On demande dans quel palais il est né. Et on voit que Eka nous donne un passage qui est pertinent, qui nous dit que voilà, Churchill est né au palais de Blenheim. Mais ce qui est surprenant dans cet exemple, c'est que les deux images n'ont absolument rien à voir. Et en fait, ça, c'est parce que euh, le modèle va apprendre à faire donc cette autre interaction dont je parlais au début, IQTP, donc entre l'image de la question et le texte du passage. C'est-à-dire que la similarité entre cette question visuelle et ce passage visuel viennent de la similarité entre cette image, l'image de la question, là où on voit Churchill, et le texte du passage où on voit Churchill. Donc c'est ça, et ça comparé à la fusion tardive qui est assez biaisée par le texte, qui va nous donner un passage qui n'a rien à voir, juste qui parle beaucoup de plein de palais anglais. Et l'autre chose étonnante, c'est que dans la base de connaissances, il y a un autre passage qui est pertinent, là où on voit Churchill, et on nous dit encore qu'il est né au palais de Blenheim. Et aucun des modèles ne retourne ce passage. Mais ce qui est intéressant là, donc, si on regarde là, les deux images, encore une fois, elles sont très différentes. D'un côté, on a une statue de Churchill et de l'autre, on a une photo. Donc en fait, l'intuition, c'est que dans cet espace multimodal, le texte Churchill va être plus proche de sa statue que les deux photos ensemble, quoi. Donc ça, c'est un peu l'intuition, et on va confirmer dans la dernière partie. Donc pour conclure sur cette partie, on a vu qu'on pouvait améliorer l'ARI grâce à la prise en compte de cette interaction multimodale, donc on n'avait pas considéré en premier. Et donc c'était ça va un peu à l'encontre de notre motivation qui était de modéliser l'interaction au sein de la question visuelle.
ça, on a des résultats plus mitigés. Donc c'est peut-être parce que en fait, dans le pré-entraînement, il y a peu d'interaction entre l'image et la pseudo-question. Donc c'est une piste, ça serait peut-être d'utiliser la légende de l'image. Donc il y a ce travail-là de Hu et ses collègues qui a proposé quelque chose d'assez proche ensuite. Euh, et aussi plus sur les données d'évaluation. Donc dans Vicway, il n'y a finalement pas tant de questions comme il y en a, hein, comme je vous ai montré là où on a Kennedy et sa femme, mais il y a assez peu de questions avec des expressions référentielles comme ça. Donc ça, malgré ses limites, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser peut-être un sous-ensemble de KVQA pour cibler plus précisément ce phénomène d'expression référentielle, de voir quand est-ce que le modèle est capable de résoudre l'expression référentielle. Et ensuite, là, dans les dernières parties, on va voir comment on peut utiliser Clip en fait directement pour modéliser cette interaction IQTP sans avoir à, à pré-entraîner le modèle parce que du coup finalement c'était assez coûteux. Alors, donc voilà pour un récapitulatif des interactions multimodales. Donc tous les systèmes modélisent les deux interactions monomodales entre les deux images et les deux textes. Précédemment, on a vu donc ECA là, qui modélisait TQIQ, mais qui finalement ne donnait pas de meilleurs résultats que ILF, qui lui modélise seulement IQTP. Euh, mais là, on va voir qu'en fait, on peut se passer de ce pré-entraînement en utilisant Clip. Euh, donc voilà, Clip, si jamais vous ne connaissez pas, comme je disais, c'est un modèle qui est entraîné sur des légendes d'images de façon contrastive, donc de façon en fait assez similaire à DPR. Donc on a un batch d'images associées à leur légende et on maximise la similarité entre l'image et sa légende. Et donc on va pouvoir ajuster ce modèle sur Vicway de plusieurs façons. Soit de façon cross-modale, donc pour coller à son pré-entraînement, où on a donc l'image contextuelle et l'entité présente dans l'image, ou bien on peut l'ajuster de façon monomodale, donc seulement entre les deux images, donc parce que on a toujours l'image contextuelle et l'image de référence de l'entité. Et on peut également combiner les deux. Donc on a un batch avec n questions euh, et enfin, en fait on se sert seulement de l'image contextuelle de la question et on peut vouloir rapprocher ça avec l'image de référence de l'entité et son nom. Et donc en fait pour ça on combine les deux similarités faisant juste une interpolation linéaire. Et en fait, cette fusion des deux scores, on peut la faire même à l'inférence sans faire aucun entraînement. Et donc, c'est ces résultats que je vais vous montrer. Donc là, c'est la précision 1.1, donc on se focalise toujours sur l'ARI. Mais là, c'est au niveau de l'article. Donc, vous remarquez peut-être que les scores sont plus élevés, parce que chaque article est décomposé en passages. Et donc déjà, si on se focalise dans le cas où on utilise juste clip tel quel, sans l'ajuster, on voit que la recherche cross-modale surpasse la monomodale. Donc c'est la monomodale qu'on utilisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est un résultat assez contre-intuitif, parce que donc le nom des entités nommées, en général, il est assez arbitraire, quoi. Il n'a pas beaucoup de sens. Donc on peut se dire que peut-être le modèle a vu déjà beaucoup d'entités qui sont dans le jeu de données de Vicway, mais je ne pense pas qu'il puisse généraliser à de nouvelles entités en faisant une recherche cross-modal. Mais en tout cas, on voit aussi qu'on n'a pas besoin de choisir entre les deux, qu'on peut combiner les deux, et ça apporte un gain de performance très important. Alors que c'est juste une combinaison linéaire
des deux scores de similarité. Et sinon, du coup, si on se focalise sur cette dernière colonne, parce que donc c'est toujours celle qui donne les meilleurs résultats, on voit que c'est l'ajustement cross-modal qui donne les meilleurs résultats. Donc, on peut se dire que c'est parce que c'est de cette façon qu'a été pré-entraîné Clip. Donc là, on n'a pas beaucoup de données pour l'ajuster, donc c'est peut-être difficile de modifier l'organisation de l'espace de représentation. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que la recherche cross-modal fonctionne mieux, parce que même si nous, ça nous paraît plus intuitif de comparer deux images, ben voilà, c'est un modèle qui a été entraîné de façon cross-modale, donc il fonctionne mieux pour faire des similarités cross-modales que pour faire des similarités monomodales. Et pour donner un exemple plus qualitatif des avantages et des inconvénients des deux types de recherche. Donc là, on a une première question qui porte donc sur la chaîne de montagne Cairngorm. Et donc, c'est le clip cross-modal qui trouve euh, le- l'article pertinent Cairngorm. Et tandis que le clip monomodal va nous trouver une image assez similaire. Donc, c'est voilà, au sommet d'une montagne, on voit l'horizon, etc. Sauf que c'est deux montagnes différentes. Et au contraire, dans le second cas, euh, donc où là le point de vue entre l'image contextuelle et l'image de référence dans la base de connaissances proche, là c'est le clip monomodal qui va trouver le passage pertinent. Donc voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients et on peut combiner les deux. Et voilà, je ne vais pas revenir sur les conclusions, parce que j'ai un peu abrégé cette partie en fait. Euh, Juste, ouais, cette idée de combiner les recherches cross-modal et monomodal, euh, ça pourrait être utile, je pense aussi, pour d'autres applications comme pour la recherche web, tout ce qui est content-based image retrieval, etc. Donc c'est une piste qui reste à explorer à ma connaissance. Et aussi la limite de ces résultats, c'est sur le modèle clip, quoi, qui est un modèle assez fermé, qu'on contrôle pas très bien, où c'est difficile de dire quelle entité il a vue pendant son pré-entraînement et quand est-ce qu'il généralise vraiment à des nouvelles entités. Parce que, encore une fois, ça me paraît absolument impossible que la recherche cross-modale généralise à des nouvelles entités, et pourtant c'est celle qui surpasse la recherche monomodale. Et, euh, et donc voilà, ça m'amène à la conclusion de cette présentation. Euh, donc, j'ai proposé déjà un nouveau jeu de données pour répondre aux questions visuelles à propos d'entités nommées, euh, donc qui comblait plusieurs limites du seul jeu de données qui existait au moment où il a été publié, donc qui a été publié à SIGIR. Donc le jeu de données, voilà, c'est plusieurs milliers de questions visuelles euh, qui portent sur 2400 entités différentes, qui couvrent voilà, divers sujets et types d'entités, avec une base de connaissances. Euh, et donc voilà un peu la partie rétrospective, maintenant qu'on a presque 3 ans de recul après la publication de cet article. Donc voilà, on est assez content par rapport aux citations. Il y a beaucoup d'LLM multimodaux maintenant qui vont soit s'évaluer ou s'entraîner là-dessus. Euh, Également, il y a le jeu de données a été intégré dans des benchmarks, donc des collections de plusieurs jeux de données. Euh, Ensuite, donc j'ai proposé un cadre pour traiter la tâche en 2 étapes, où là, donc, on a pu identifier que le principal verrou de la tâche, c'était l'ARI pour les entités non personnes. Donc, je pense que c'est encore quelque chose de très, très difficile aujourd'hui. Et pour la fusion multimodale,
Donc j'ai proposé un nouveau modèle de RI et une tâche de pré-entraînement. Et donc là-dessus, je pense que le résultat principal, c'était cette interaction cross-modal entre entre l'image de la question et le texte du passage, que j'avais pas considéré à l'origine, et donc qui a été après confirmé avec l'étude de clip là sur la recherche cross-modale. Et voilà, bon, par contre, ces articles, bon, ils sont cités, les gens s'y comparent, mais j'ai pas l'impression que c'est inspiré plus que ça, donc c'est dommage. Euh, et voilà, ça conclut cette présentation. Je voulais juste dire un mot d'un travail en cours, euh, Thomas Gérald Olissen, qui porte sur les questions éducatives. Donc en fait, Thomas a déjà fait un, un corpus de questions éducatives, mais qui était basé seulement sur du texte. Et en fait, euh, l'idée c'est que dans les manuels scolaires ou de l'éducation, il y a plein de contenus qui sont multimodaux. Donc là, l'idée c'est euh, de faire un nouveau corpus de questions visuelles éducatives, mais qui portent sur des images structurées, donc sur des diagrammes ou des cartes. Et où là, voilà, on peut vouloir utiliser une représentation de l'image un peu plus originale, peut-être construire un graphe avec toutes les entités présentes dans l'image, etc. Voilà, je vais conclure ma présentation là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Paul. Je pense qu'il va y avoir des questions. Qui se lance? Oui. Oui, non, c'était juste une petite. À un moment, il y avait Joint et Hybrid. Je présume que c'était les mêmes. Enfin, tu avais une table de croisée avec mono, et, Celle-là? hybride et Joint. Ouais, C'est, ouais. c'était du coup, La- est-ce que. alors en colonne, on a la façon de faire la recherche et en ligne, on a la façon de faire l'ajustement. Et du coup, l'ajustement de Euh, Joint, c'est le mélange des deux, quoi. L'ajustement Enfin, de c'était join, le. c'est ça. On fait on ajuste le modèle sur Vquay. Effectivement, le score de similarité, c'est comme quand on fait la recherche hybride. Donc on fait entre euh, avec l'objectif contrastif, quoi. Ok. Et du coup, on a des. Ouais. Parce qu'il y a quelques drops à un moment dans les écarts. Et du coup, c'était pour. Si tu avais le contexte des moments dans lesquels, enfin, si c'était, il dropait en moyenne ou si tu avais certaines questions où il dropait plus et pour la précision dans la recherche d'informations, Bah, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est vraiment à certaines catégories, comme tu avais un écart entre personnes et non personnes ou... ouais, ça, je crois pas que j'ai observé à nouveau. Non, j'ai même pas dû faire l'analyse en fait là-dessus. Donc ça, non, à part plus qualitativement, quoi, comme je disais que du coup le monomodèle échoue quand les deux images sont dissimilaires, intuitif, quoi. C'est qu'en fait le monomodèle il va être plus sensible au, à la similarité surfacique, quoi. Alors que le cross-modal, pour le coup, c'est un truc, bah, du coup, on comprend pas trop comment ça marche, mais Ok. Bon. Merci beaucoup, Paul, pour la présentation. Je me demande, je crois que c'est la diapositive 33 environ, sur le modèle ECA, celui qui transforme ouais. les images en tokens que peut recevoir le modèle BERT. Pour ces autos ici. Ouais, merci. Ouais, moi, ça m'intéresse toujours beaucoup quand on peut passer comment dire, de token, enfin de vecteur plutôt à revenir du texte écrit. Est-ce que tu as pu essayer de voir si les images qui sont ajustées à l'espace latent de Berthe en entrée correspondaient à des tokens qui ont du sens? Ou est-ce que c'est vraiment juste un espace, enfin, une zone de l'espace à part qui est dédiée aux images, par exemple?
sais pas si c'est clair. Je n'ai pas fait ça. Oui, oui, non, je comprends bien. Euh, ouais, j'avoue que c'est pas tout à fait mon domaine, tout ce qui est explicabilité, interprétabilité, etc. De, de ce que j'ai vu, c'est rarement interprétable, tout ce qu'on met. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais du préfixe tuning, même avec un LLM, même en restant textuel. Voilà, tu fais un préfixe tuning, un prompt tuning, ça sera pas interprétable. Tu peux très bien, si tu décodes à cet endroit-là, trouver des stop words ou des, enfin, mais j'ai pas fait l'analyse. Oui, intuitivement, on voudrait un peu, ouais, que ce visage-là, si tu le décodes, ça te donne le token Kennedy, ouais, s'il existe, mais j'ai pas exploré ça, non. Et merci. Nicolas, tu avais une question? Oui, mais il faut que je la retrouve. Moi, j'en ai ça. Merci Paul pour la présentation. Juste, en fait, j'interviens juste pour revenir sur cette slide parce que j'avais une question là-dessus. En fait, est-ce que je sais pas si tu peux réagrandir, je sais pas si toi, enfin, si. Ouais. Donc, on voit plus trop ouais, pardon, merci. En fait, c'est un truc que j'ai raté, c'est là, en fait, le modèle BERT. Comment t'as plugué ça dans le modèle BERT du coup? Ou alors c'est un surmodèle et dedans il y a dans l'encodeur texte, c'est ça? J'ai un truc que j'ai raté. Est-ce que tu peux juste expliquer cette partie? Ouais, alors, donc là, ce texte, c'est vrai que c'est pas très bien illustré, mais donc le texte, il va être tokenisé et il va être mis dans une couche d'embedding. Ok? Ouais. Donc on a là n tokens qui ont chacun un embedding. Et bah là, on va avoir du coup, bon, si on prend cette image-là, on va avoir seulement 3 tokens en plus, quoi. Un pour clip, un pour ImageNet et un pour. Non, parce que du coup, il y en a un par visage. Donc, un pour clip, un pour ImageNet, un pour Kennedy et un pour sa femme. Et donc, c'est deux tokens, on en a n plus 4. Et du coup, là, ces couches de projection, elles servent à dans le même espace, enfin, une espèce de la même dimension en tout cas, que les embeddings. Ok, mais du coup, quand C'est clair? tu. Ça, c'est. Ouais, ok. Et en fait, ce qui me manque, c'est donc juste après ça, une fois que tu as fait ta contextualisation, là, derrière ça, c'est quoi le modèle que. Ouais. Enfin, c'est juste. Qu'est-ce qu'il y a derrière après ça? Je veux dire, Bah, c'est une fois que un BERT, du coup, hein, on garde les poids préentraînés, donc c'est un transformer. Donc BERT, voilà, c'est un modèle qui fait un embedding de position absolue. Donc l'embedding de position, il va être euh, ajouté aux embeddings de mots. Donc ensuite, après, c'est un transformer, c'est complètement permutation invariant. C'est un variant en permutation, et c'est voilà, une couche de transformer. Et à la fin, ce qui sert de représenter, comme pour c'est le truc très classique, hein, c'est qu'on garde seulement la représentation du token CLS qui sert à faire un pooling en fait. Donc on parle de CLS pooling. Et donc d'accord, c'est ok. ça la Et donc, représentation qui sert après pour faire la recherche. ok, mais du coup, dans la backprop, tu rajoutes les matrices de, de, de fusion, là, c'est ça? De projection, pardon. Projection linéaire. De projection, ouais. Ouais, les seuls nouveaux paramètres là, c'est les paramètres W. Donc c'est juste une projection linéaire entre Ok. l'espace visuel Ouais. et l'espace textuel, quoi. Ok, mais du coup, tu backprop pas sur tout le modèle. Si tout le modèle est fine-tuné, Ah, c'est ok, ok. c'est juste là, les poids W, c'est les seuls qui sont. Attends, remarque, non, ça c'est un truc il y avait plusieurs, parce qu'après, ouais, il y a toujours des problèmes de catastrophic forgetting et tout. Donc ça, j'ai plus en tête très précisément, mais en fait, si euh, on regarde le papier,
il y a des histoires, il y a certaines couches qui sont frisées. Je sais que les modèles Clip, ImageNet et ArcFace sont frisés. Mais bon, sinon, dans l'idée, c'est quand même, voilà, on ajoute que W comme nouveau paramètre, mais on fine-tune le reste du transformer pour apprendre quand même à faire la fusion, quoi. Mais je crois que c'est seulement du coup les premières couches qui sont fine-tunées et que les dernières couches sont frisées. Ok, merci. J'ai une question. Imaginons qu'on ait une nouvelle image avec des visages inconnus. Par exemple, une photo de la kermesse du village du coin. Euh, Est-ce que ton modèle sait répondre qu'il ne sait pas? La Alors, personne, c'est pas là. non, du coup, le modèle, il sait rien du tout en fait, parce que vraiment, je l'utilise pour indexer la base de connaissances, et donc peu importe ce qu'il a en entrée, il va toujours. Là, c'est vraiment un modèle de RI, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans l'analyse de la question, on va juste trouver quel passage visuel est plus proche de l'entrée. Et après, par contre, oui, non, en fait, enfin, même la tâche n'a de sens que si c'est des personnes. Remarque. Bah, en fait, ça peut être une personne connue tant qu'elle est. Enfin, ça peut être une personne qui a été connue récemment, quoi. Par exemple, imaginons, j'ai entraîné le modèle en, euh, en 2022, là. Et voilà, aujourd'hui, on a une nouvelle personne qui est connue seulement depuis cette année. Ce qui est important, en fait, c'est la base de connaissances. Il faut que, pour que ça marche, on ait un article Wikipédia avec une image de cette personne. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir calculer la similarité entre les deux visages. Mais sinon, oui, non, ça ne peut pas marcher si on pose une question sur quelque chose qui est absent de la base de connaissances. C'est facile à Après, enrichir c'est ta base. Pardon? Un coup de buzzing, l'enrichissement de ta base, ou il faut repasser par une étape de fine-tuning? Pardon, j'entends assez mal la question. Pas très Euh, fort non plus. Elle est facile à enrichir ta base de connaissances? Est-ce que c'est Ah, juste de l'encodage, un coup de ouais, ouais, vocale c'est donc la base de connaissances. C'est juste une collection de passages visuels, donc qui viennent d'articles Wikipédia. Et donc, il suffit de rajouter un nouveau passage et une nouvelle image, et ensuite de les encoder avec le modèle faire la RI. Ok, merci. Et ouais, juste pour revenir sur ce truc peut-être on pourrait détecter que l'information est absente de la base de connaissances en filtrant un seuil de similarité. Si par exemple on trouve aucun passage qui est similaire, peut-être à ce moment-là on peut dire que la réponse est inconnue, ou bien ça pourrait être traité dans un deuxième temps si le module d'extraction de réponse trouve aucun passage pertinent. Euh, j'ai une question sur. Je remarque que dans tous tes résultats, la plupart du temps, ta métrique, c'est la précision à 1. Donc, c'est vraiment est-ce que j'ai eu la bonne réponse ou pas. Est-ce que pour ce genre de tâche, c'est la seule métrique qui a du sens? Parce que c'est vrai qu'on se dit si on commence à prendre la précision à 5, bon, bah, une des 5 réponses que j'avais données, c'était la bonne, c'est peut-être pas une super métrique. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettent de mesurer la satisfaction des réponses sur ce genre de tâches? Oui, alors oui, là, j'ai présenté des résultats assez simplifiés. Dans les papiers, il y a d'autres métriques. Euh, et après, ouais, si je me suis focalisé sur la précision à 1, c'est aussi parce qu'on avait trouvé que c'était celle où il y avait la meilleure corrélation avec l'exact match. Donc une fois euh, qu'on extrait la réponse du passage, parce que en fait, euh, la précision à 20, on peut, en fait,
ça peut laisser la question très, très ambiguë. Et après, c'est difficile d'extraire la réponse. Si on a beaucoup de, beaucoup de passages qui ont été, pardon, beaucoup de passages qui ont été trouvés, on peut avoir facilement en fait une bonne précision à 20. Donc là, je montre un exemple. On voit que voilà, même voilà, si on compare la précision à 20 du modèle textuel et de la fusion tardive avec l'image, on voit qu'en fait la fusion tardive avec l'image détériore la précision à 20, alors qu'elle améliore l'exact match. Parce qu'en fait, voilà, dans la précision à 20, c'est assez facile. Là, si je reprends n'importe quel exemple, hein, dans quel palais anglais est-ce que cet homme est né? Ben, on trouve plein de passages qui parlent de plein de palais anglais différents. Mais finalement, on va avoir une bonne précision à 20, mais ça va pas être informatif, on va pas pouvoir extraire la réponse ensuite. Merci. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ma question c'était, est-ce qu'il y a d'autres métriques que précision à 1 Bah, qui du ont du coup, sens ouais, pour cette moi question? j'ai utilisé précision à 1, précision à 20, enfin à différents seuils, quoi. Il y a le MRR qui est selon le rang de l'article. Donc si c'est le deuxième, tu as un demi-point au lieu d'avoir un point. C'est le troisième, tu as un tiers, enfin c'est le rang réciproque, quoi. Il y a plein de métriques en RI. Là, aussi pour l'extraction de réponses, là j'ai parlé que d'exact match, mais il y a plein d'autres métriques. Là, ouais. Je pense aujourd'hui on ferait plus des similarités sémantiques, quoi, avec un modèle qu'on a entraîné pour dire est-ce que les deux réponses sont sémantiquement équivalentes ou pas. Ok. Tu disais que ton dataset était maintenant utilisé dans des benchmarks pour des modèles récents, là, spécifiquement sur les LLM multimodaux. Est-ce que ils arrivent à des scores meilleurs, bien meilleurs que ce que tu as pu montrer jusque-là? Est-ce qu'il y a eu des progrès dans le domaine depuis que tu as terminé ces travaux-là? Ouais, alors ouais, il y a des travaux plus récents. Là, j'ai plus en tête exactement. Je crois que déjà dans attends, c'était où? C'était là, voilà. Déjà dans les datasets plus récents là, de 2023, il y a eu des utilisations d'LLM multimodaux, mais quand même la conclusion restait de ce le, le verrou principal, ça reste l'ARI, quoi, et que de ce côté-là, j'ai peut-être pas assez bien suivi, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de progrès énorme, et le progrès vient plus des LLM multimodaux. Mais du coup, voilà, enfin, à mon sens, ça montre pas vraiment une généralisation, quoi. C'est plus selon l'entraînement du modèle sur des légendes d'images ou sur des pages web entières, sans que le modèle après puisse répondre à des nouvelles questions à propos de nouvelles entités. Ok, merci. D'autres questions? Une dernière question, mais elle sort. Salut Paul, c'est Caillot. Du coup, je vais pas te poser de questions à la présentation, parce que je pense que c'est la troisième fois que je vais me présenter ce truc-là depuis la thèse. À la fin, tu as parlé vite fait de ce que fait Thomas, mais du coup, je suis un peu curieux de savoir ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu retournes sur des sujets de RI? Est-ce que tu continues de bosser sur des questions de terminologie avec François? Ou tu fais quoi maintenant? Alors, donc, ouais, c'est une bonne question. Maintenant, ouais, je fais pas mal de choses différentes. Donc, le projet de terminologie avec François,
j'ai plus de financement à ce niveau-là. En fait, maintenant, j'ai un nouveau financement pour bosser sur les biais politiques des LLM. Et là, le projet avec Thomas, ça vient de commencer. Donc, ouais, je vais voir comment je balance ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, c'est des thématiques assez variées, quoi. Euh, ouais, je sais pas exactement comment répondre à ta question. C'est pas ce que tu fais maintenant. C'est avec Make-moi, tu parles bien. Comment? Les trucs de Make.org, c'est ça pour les biens? Ouais, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé et puis pour la réponse aux questions. Paul, si tu sais vraiment pas quoi faire dans le futur et que tu es OK pour bouger, moi j'ai des solutions, mais on peut en reparler. On en a déjà parlé, mais bon, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Bah, merci pour l'invitation. Bon travail et puis à bientôt autour de ces sujets. Merci. Ouais, Merci. à bientôt. Salut. Non, pas du tout, c'est avec François. En fait, c'est une boîte privée. Ça s'écrit pas. Le projet, c'est une entreprise qui veut proposer des outils pour améliorer la démocratie.